Un compteur, c'est un petit composant qui est intégré dans le MCU, mais qui n'est pas dans le processeur. C'est un peu comme un coprocesseur qui va aider le MCU dans une tâche qui est la tâche de compter des événements et de les compter en tâche de fond, c'est-à-dire de les compter sans que le processeur ait besoin de s'en soucier. Alors il va reposer ce compteur sur un certain nombre d'éléments. Donc comme c'est un compteur, déjà, il a quelque part une mémoire qui permet de mémoriser l'état de ce compteur. Et forcément, cette mémoire, elle a une taille, puisque notre compteur, il peut faire 8 bits, 16 bits, 32 bits, 64 bits, et ainsi de suite. Alors dans le cadre de notre Arduino, ce sera 8 bits ou 16 bits, puisqu'on est sur un petit processeur, mais on peut avoir des compteurs qui sont plus grands. Donc on a une mémoire qui maintient une valeur, et au tout départ, cette valeur, on va lui donner une valeur initiale, donc qui peut être 0, pourquoi pas, ou qui peut être une autre valeur. Donc là, moi, j'ai pris une valeur avec un certain nombre de 1 dedans, parce que ça m'arrangeait pour l'exemple. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors le principe du compteur, c'est qu'il va être branché sur une source d'événements. Donc cette source d'événements, ça peut être par exemple une patte du microcontrôleur. Mais ça peut être aussi une horloge. C'est ce qu'on va voir par la suite. Et à chaque fois qu'il y a un événement sur cette source-là, eh bien à chaque fois, le compteur est incrémenté. Ce qui fait que vous voyez dans l'exemple, ma valeur initiale, c'était 3 zéros suivi de 1. J'ai un incrément, bah, du coup, ça passe à 2 zéros suivi d'un 1 et 2 zéros derrière. Donc là, on a juste incrémenté la valeur. Et donc la valeur du compteur va s'incrémenter à chaque fois qu'il y a un événement, jusqu'à ce que le compteur arrive à sa valeur maximale. Donc ça, c'est sa valeur qu'on va appeler une valeur de débordement ou overflow en anglais. Au moment où le compteur va arriver sur cette valeur-là, si un nouvel événement arrive, donc on a un débordement, donc assez logiquement, le compteur, il va falloir qu'il revienne à une valeur qui peut être soit 0, soit, si le compteur est configuré dans un mode avec rechargement, revenir sur la valeur initiale. Donc l'intérêt de le faire revenir sur la valeur initiale, c'est que par exemple, on va dire tous les 20 événements, je veux être prévenu, je veux qu'il se passe quelque chose, et donc on le fera toujours revenir à cette valeur-là. On peut le faire de façon manuelle, ou on peut le faire de façon automatique en fonction du compteur et de sa configuration. Donc il y a une première étape qui est de dire, quand le compteur est arrivé au maximum, il faut qu'il revienne à quelque part pour continuer son boulot. Mais il faut surtout qu'il prévienne le système qu'il a atteint cette valeur maximale. Parce que finalement, il faut qu'il déclenche un événement pour qu'on puisse traiter ça. Et donc, on va avoir un flag, donc c'est un bit d'indication, qui va lui être connecté au microcontrôleur, au CPU, au cœur du CPU. Et ce flag va pouvoir générer une interruption. Donc, le compteur va compter en tâche de fond jusqu'à ce qu'il ait atteint une valeur de débordement, et quand cette valeur est atteinte, on va avoir la génération d'une interruption. Donc ce qu'indique le schéma en dernier, c'est que soit la valeur revient à la valeur initiale, soit après avoir débordé, elle revient à 0. Alors dans le monde, il existe plein de compteurs différents qui fonctionnent sur plein de façons différentes. Il y en a qui, là je vous ai fait l'exemple de compteur de l'Arduino, qui est un compteur qui augmente jusqu'à sa valeur maximum. Il y a aussi des compteurs qui peuvent augmenter et diminuer, et ainsi de suite. Donc on peut avoir un peu tous les cas. On va dire le cas le plus classique, c'est celui-ci. Donc, pour résumer, on a des événements qui sont capturés en tâche de fond sans prendre de temps au processeur. Et quand un certain nombre d'événements est apparu, et bien dans ce cas-là, on prévient le cœur du processeur via une interruption en lui disant « Ah, tu voulais 10 événements, les 10 événements sont passés, maintenant, fais ce que tu as à faire avec. » Voilà. Donc on ne réveille le processeur que quand c'est nécessaire. Vous voyez que pour compter dans mon exemple 10 événements, eh bien, il a fallu que je mette comme valeur initiale 256, par exemple, si j'ai un compteur 8 bits, moins les 10 événements qui m'intéressent. Donc ce sera la valeur de débordement moins le nombre d'événements qui nous intéressent. Voilà. Ça, c'est une petite mécanique qui n'est pas forcément hyper intuitive, mais qui n'a rien non plus de très compliqué. Donc notre compteur, il a des sources qui viennent alimenter le compteur et qui le font avancer. Pour qu'il soit correctement configuré, le processeur va envoyer des instructions, donc des configurations à ce périphérique qui est le compteur pour dire comment on veut qu'il travaille.
c'est-à-dire est-ce qu'on veut qu'il compte des événements qui viennent d'une patte, est-ce qu'on veut qu'il compte des événements qui viennent d'une horloge, est-ce qu'on veut qu'il les compte à l'envers, est-ce qu'on veut qu'il les compte à l'endroit, est-ce qu'on veut qu'il déclenche une interruption quand il a terminé, enfin voilà, pour toutes ces questions-là. Donc ça va se faire par la configuration, on verra des exemples un peu plus tard. Dans ce compteur-là, on a donc notre registre qui permet de mémoriser le nombre de comptages qu'on a fait, qu'on peut lire et qu'on peut écrire en général, éventuellement une valeur initiale qui pourra être utilisée pour recharger le compteur, et puis un flag de statut qui va nous permettre de savoir si le compteur a terminé ou non. Voilà. Donc le processeur pousse de la configuration, le processeur peut lire les différentes valeurs qui sont là, donc à tout moment il peut aller regarder quel est l'état du statut ou regarder quel est l'état du registre, et puis le statut est relié sur la mécanique d'interruption qui est dans le CPU pour pouvoir le réveiller, comme on a vu précédemment. Alors si maintenant on revient sur notre gestion du temps, eh ben, il suffit d'utiliser ce petit module de compteur, et de mettre en entrée l'horloge pour avoir quelque chose qui est capable de compter du temps en tâche de fond. Et donc, ne plus être sujet aux impacts des interruptions quand on veut compter le temps, et ne pas consommer de temps CPU pour faire cette opération qui est assez basique. Notre horloge, bien sûr, si on la mettait directement dans le compteur, étant donné qu'en général, elle est plutôt rapide, c'est le cas, là, on est à 16 MHz, mais on pourrait être encore plus rapide, eh bien, elle nous permettrait de compter, mais des temps qui seraient très très courts. Et on passerait notre temps, en fait, à envoyer des interruptions au processeur pour le réveiller. Alors, des fois, c'est très utile, mais très souvent, on veut utiliser un compteur qui a une fréquence qui est plus faible, de façon à compter des périodes de temps qui sont un peu plus longues. Donc, très souvent, enfin même tout le temps, on va avoir entre l'horloge système et la source d'événements du compteur ce qu'on appelle un diviseur d'horloge, clock divider. Donc il y a un système qui va permettre en fait pour diviser la fréquence d'entrée vers plusieurs fréquences possibles en sortie, et on va choisir quelle est la fréquence qui convient le mieux à ce qu'on veut mesurer. Alors dans notre exemple, eh bien notre système qui est à 16 MHz, quand il rentre dans le clock divider, il peut ressortir sous forme d'un signal à 2 MHz, à 250 kHz, à 62,5 kHz ou à 15,62 kHz. En fait, on va faire des divisions jusqu'à 1024 de la fréquence initiale de notre horloge. Donc ça nous permet finalement de choisir la vitesse, en quelque sorte, à laquelle notre compteur va évoluer. Mais après, c'est c'est le compteur classique qu'on a vu. Et la conséquence de tout ça, c'est que notre registre de flag, de statut, en fonction de la taille de notre compteur et en fonction de l'horloge qu'on a mis, va pouvoir mesurer des périodes de temps qui sont différentes les unes des autres. Donc si on prend notre compteur en 8 bits, dans un mode 8 bits par exemple, donc il va compter des valeurs entre 0 et 255, et bien si on met l'horloge à 2 MHz dessus, on va arriver à 0,5 microsecondes au maximum du temps qu'on peut compter, et on va pouvoir aller jusqu'à 16 millisecondes de temps que l'on peut mesurer avec ce compteur-là. Si on est sur un compteur en 16 bits, on va pouvoir aussi varier toutes les 0,5 microsecondes, mais on va pouvoir monter jusqu'à 4,19 secondes de mesure. Alors qu'est-ce qui se passe si on veut mesurer 8 secondes ou 10 secondes ou 15 secondes? En soi, c'est pas grave. Tout ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va compter plusieurs fois l'apparition du flag de statut. On va relancer notre compteur. C'est un peu comme si on avait un chronomètre qui ne comptait qu'une minute, et puis vous essayez de mesurer le temps qu'une personne met à faire un tour de stade en courant, par exemple. Et si elle met 2 minutes 30, vous relancerez 3 fois votre chronomètre, ça vous fera 2 fois 1 minute et puis 1 fois 30 secondes. À la fin, vous êtes bien capable de mesurer le fait que ça ait duré 2 minutes 30 en ayant des pas d'1 minute. Voilà. Donc là, ça va être exactement le même principe, hein. C'est pas très grave en fait le temps maximum que peut compter le timer, puisqu'on va pouvoir multiplier ça. L'idée en fait, c'est juste de trouver le bon ratio pour éviter qu'on passe notre temps à appeler des interruptions. Voilà, si on est par exemple sur des pas de 0,5 microsecondes, si vous voulez compter 1 milliseconde, vous allez avoir 2000 débordements, donc 2000 interruptions, et finalement ces interruptions, elles vont consommer beaucoup de temps CPU, alors que l'objectif c'est d'éliminer au maximum la consommation de temps CPU. Voilà. Donc on peut simplifier un peu les choses comme ça.